close your eyes. Bonjour et bonjour. Chaque semaine, une partie de notre temps est consacrée à l'actualité des sports mécaniques. Et visiblement, une autre partie serait consacrée à alimenter l'actualité de certains réseaux sociaux. Je tiens d'ailleurs à remercier très sincèrement tous ceux et toutes celles qui passent autant de temps à parler de Motors. La communication gratuite est devenue un luxe de nos jours. Merci donc. Il paraît même que certains connaissent mieux mes intentions que moi-même. C'est un talent remarquable. Si un championnat du monde de la fiction venait à voir le jour, nul doute que quelques candidatures réunionnaises seraient en mesure de jouer le podium, au moins, qu'elles soient issues de la noblesse, de la bourgeoisie, d'ici ou même d'ailleurs. Certains confondent encore influence, autorité et vérité. Heureusement, les faits ont cette qualité désagréable, ils finissent toujours par résister au récit. Pendant que les uns écrivent des scénarios, nous continuerons à raconter des histoires vraies. C'est parfois moins romanesque, je vous l'accorde, mais infiniment plus simple lorsqu'on n'a pas besoin d'inventer les chapitres. Et justement, cette semaine, nous avons de quoi parler. Notre premier invité sera Stéphane Samkapfrev, de retour d'un rallye disputé en métropole il y a une dizaine de jours. Mais la vraie question dépasse largement cette seule épreuve. Où en est aujourd'hui son projet avec Lancia ? Beaucoup de choses se disent, beaucoup moins de choses se savent. Cette fois, nous allons directement à la source. Nous recevrons également Patrick Bellus. Au rallye de Petite-Île, il retrouvait enfin les sensations d'une transmission intégrale au volant d'une Renault Clio Rallye 3. Une découverte qui faisait écho à sa première expérience en 4 roues motrices en 2023 sur une Mitsubishi Lancer Evo 10, alors engagée en R4. Quel bilan, quelles ambitions pour le Tour Auto et surtout, quelle suite pour cette aventure ? Comme chaque semaine, nous débrieferons l'actualité internationale du Hot Weekend précédent avant de jeter un regard sur les rendez-vous du week-end à venir. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'expression, un Hot Weekend réunit les 3 disciplines majeures des sports mécaniques, la Formule 1, le championnat du monde des rallyes et le MotoGP, le tout durant 3 journées. Enfin, dans Motors Decrypt, nous allons réveiller un vieux débat de paddock. Une Rallye 2 moderne est-elle devenue plus performante qu'une World Rally Car d'il y a 20 ans ? 2 décennies d'évolution technologique, une génération complète, 2 philosophies, un seul verdict. Bienvenue dans ce 14e épisode de Motors. Pensez à vous abonner sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict et j'en passe, YouTube Music et YouTube, où vous nous retrouverez dans les chaînes Motors 974 ou Motors Mag. Venez profiter des promotions chez ODR D2S Car Audio au Tampon. ODR D2S Car Audio, c'est la vente et l'installation audiomobile pour votre voiture. ODR D2S Car Audio, c'est les plus grandes marques Pioneer, Hertz, Soundstream, SP Audio. Le vol de voiture n'arrive pas qu'aux autres. Il serait dommage que votre voiture parte sans vous. Protégez votre voiture avec nos alarmes Vodafone Cobra. Devenez les maîtres du stationnement avec nos radars de parking avant et arrière Metasystem et Cobra. ODR D2S Car Audio avec plus de 20 ans à votre service. Retrouvez-nous sur notre site www.autoradio.re. ODR, 80 rue Martinelle-Lacet au Tampon. Contact 0692 874 510. Motors, les résultats. 8e manche d'un championnat du monde qui en compte 22. La Formula One faisait escale en Styrie au cœur de l'Autriche sur le Red Bull Ring de Spielberg, anciennement connu sous le nom de l'A1 Un circuit court, ultra rapide, d'à peine plus d'une minute où les températures de piste approchaient les 50 degrés pour le premier GP de l'été européen. À domicile, Red Bull était particulièrement attendu, évidemment. Malgré un début de saison en demi-teinte, l'écurie autrichienne avait apporté un important package d'évolution sur les monoplaces de Max Verstappen et Isaac Hadjar. Les qualifications réservaient pourtant un énorme rebondissement. Alors qu'il semblait en mesure de pouvoir décrocher la pole à un minimum de se battre pour elle, Max Verstappen perdait brutalement l'arrière de sa Red Bull dans le rapide virage numéro 9 et terminait sa séance dans les barrières en Q3. Plus de peur que de mal pour le néerlandais, mais impossible de défendre ses chances jusqu'au bout. Son chrono précédent lui permettait néanmoins de conserver la 5e place sur la grille. Cette sortie profitait donc à George Russell. Le pilote Mercedes hold-upait la pole position dans son ultime tour devant les Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton, tandis que le leader du championnat, Andrea Antonelli, s'élançait à la 4e position.
En course, George Russell réalisait une prestation sans faute, auteur d'un excellent départ. Le Britannique contrôlait parfaitement les débats malgré une pression croissante de Verstappen dans le dernier relais. Le quadruple champion du monde, porté par les progrès de sa Red Bull, offrait l'un des plus beaux spectacles de l'après-midi face à Lewis Hamilton. Les deux hommes se rendaient dépassement pour dépassement avant que Verstappen ne s'empare définitivement de la deuxième place. Derrière, Antonelli confirmait une nouvelle fois son incroyable maturité. Après plusieurs excursions hors piste à un petit peu limite en début d'épreuve, l'Italien revenait progressivement sur Verstappen et échouait à seulement 3 dixièmes de seconde de la deuxième marche du podium. A l'inverse, Charles Leclerc vivait un dimanche beaucoup plus compliqué, chaotique même, en difficulté avec la stratégie pneumatique incapable de faire fonctionner son dernier train de gomme dure. Le Monégasque reculait jusqu'à une bien décevante 8e place. Sous le drapeau à damier, George Russell s'impose devant Max Verstappen et Kimi Antonelli. Oscar Piastri termine 4e devant Lewis Hamilton. Isaac Hadjar confirme les progrès de Red Bull avec une solide 6e place, tandis que Lando Norris, Charles Leclerc, Liam Lawson et Arvid Lindblad complètent le top 10. Au championnat, Antonelli conserve une avance confortable de 40 points sur son coéquipier George Russell. Lewis Hamilton complète provisoirement le podium avec 125 points. 7e victoire en carrière pour George Russell, 8e pole position, 5e podium de la saison pour Max Verstappen et déjà 6 podiums en seulement 8 Grands Prix pour Antonelli qui continue d'impressionner par sa régularité. Notre statistique Motors des tours passés en tête évolue également. Antonelli reste largement en tête avec 246 tours menés depuis le début de la saison. George Russell profite de son succès autrichien pour grimper à 89 tours en tête. La Formule 1 enchaînera dès le week-end prochain avec l'un des grands rendez-vous, un des plus attendus de l'année, Silverstone. Le Grand Prix de Grande-Bretagne pourrait bien marquer un premier véritable tournant dans cette saison 2026. Mercedes et George Russell évolueront à domicile. Lewis Hamilton retrouvera son public avec Ferrari et les supporters britanniques justement rêvent déjà de voir enfin l'un des leurs triompher sur leur terre. Une atmosphère qui promet d'être électrique. Motors. Direction les Pays-Bas pour la 10e manche du championnat du monde MotoGP sur le mythique circuit d'Assen. La cathédrale de la vitesse accueillait un championnat plus ouvert que jamais. Nous approchons désormais de la mi-saison et contrairement aux exercices précédents, souvent verrouillés par 2 ou 3 hommes, cette campagne 2026 offre un spectacle permanent. Les jeunes talents bousculent la hiérarchie, les dépassements sont incessants et, fait nouveau, les constructeurs se livrent une véritable guerre de performance. Avant même que les motos ne prennent la piste, c'est pourtant le marché des transferts qui enflammait le paddock. Plusieurs mouvements pour 2027 semblent déjà actés ou en très bonne voie, on y reviendra très prochainement. Jorge Martin est annoncé sous d'autres couleurs l'an prochain. Pedro Acosta reste l'un des pilotes les plus convoités malgré une saison compliquée, tandis que Ducati, KTM et Honda préparent déjà leur futur line-up alors que Quartararo s'est déjà réglé, quittera Yamaha quoi qu'il arrive. Un mercato particulièrement précoce qui témoigne de l'intensité de cette saison. Sur la piste, les qualifications envoyaient un message fort. Jorge Martin signait la pole position devant Ayogura, mais seulement pour 11 millièmes de seconde. Marco Bezzecchi complétait la première ligne, tandis que Raúl Fernandez, coéquipier Trackhouse, s'élançait 4e après l'annulation d'un chrono pour dépassement des limites de piste. Résultat, les 4 premières motos de la grille étaient toutes des Aprilia, une première historique en MotoGP. Le constructeur de Noale confirme ainsi que son excellente dynamique n'a rien d'un feu de paille. Le sprint allait renforcer cette impression. Raúl Fernandez s'imposait devant son coéquipier Ayogura, offrant à l'équipe américaine Trackhouse un superbe doublé devant la structure officielle Aprilia. Fabio Di Gianantonio complétait le podium en étant le pilote Ducati le plus véloce devant Marco Bezzecchi et Jorge Martin, les deux officiels Aprilia. Pour la première fois depuis son arrivée en MotoGP, l'équipe satellite américaine dominait ouvertement l'usine. Mais le Grand Prix du dimanche allait définitivement entrer dans l'histoire. Dès le deuxième tour, énorme frayeur avec la spectaculaire chute de Marco Bezzecchi dans le très rapide virage de Ramchok. Une perte de l'avant à plus de 200 km/h qui glaçait instantanément le paddock. Heureusement, après un passage à l'hôpital de Groningen, les examens confirmaient l'absence de toute blessure. Un immense soulagement pour l'Italien, mais un abandon qui lui coûtait les commandes du championnat. Devant, les Aprilia poursuivaient leur démonstration. Raúl Fernandez prenait un temps les commandes après Jorge Martin avant qu'un autre homme n'écrive la plus belle page de sa toute jeune carrière. À seulement 25 ans, Ayogura remportait son tout premier Grand Prix MotoGP.
Champion du monde de Moto 2 en 2024, le japonais confirmait enfin tout le potentiel que beaucoup lui prédisaient. Avec une course d'une maturité remarquable, sans précipitation et avec une vitesse impressionnante en fin d'épreuve, il allait chercher cette première victoire avec autorité en offrant, avec Raúl Fernandez, un fantastique doublé à Trackhouse devant Jorge Martin. Mais ce succès dépasse largement le simple cadre d'une première victoire. Il faut remonter 22 ans en arrière jusqu'à Makoto Tamada en 2004 pour retrouver un pilote japonais victorieux dans la catégorie Rennes. Toute une génération de passionnés attendait ce moment. Depuis dimanche, Ayogura est entré dans l'histoire du MotoGP. Son nom figure désormais sur la liste des vainqueurs de Grand Prix. Le plus difficile n'est pas toujours d'accéder au MotoGP. Le plus difficile est d'y gagner une première fois. Depuis Assen, Ayogura n'est plus seulement un immense espoir, il est devenu un vainqueur. Sujet d'inquiétude du week-end, évidemment, Pedro Acosta. L'Espagnol abandonnait après de très fortes douleurs au bras droit. Tout porte à croire qu'il souffre d'un syndrome des loges et une intervention chirurgicale avant le Grand Prix d'Allemagne semble désormais inévitable. Au championnat, le scénario est totalement relancé. Grâce à sa 3e place, Jorge Martinator récupère les commandes avec 193 points, soit 7 unités d'avance sur son coéquipier Marco Bezzecchi. Fabio Di Giannantonio reste pleinement dans la lutte à seulement 16 points, tandis qu'Ayogura grimpe déjà au 4e rang à 25 longueurs du leader. Avec désormais 12 grands prix à disputer, rarement autant de pilotes auront semblé capables de jouer le titre mondial à ce stade de la saison. Le prochain rendez-vous conduira désormais le paddock au Sachsenring en Allemagne, un circuit longtemps considéré comme le jardin de Marc Marquez. Mais cette année, toutes les certitudes semblent voler en éclats. Après Assen, Aprilia apparaît comme le nouveau patron du plateau. Il confirme en fait. Trackhouse s'affirme comme une véritable équipe capable de battre l'usine. Et Ayogura vient peut-être d'ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire du MotoGP. Les vacances d'été approchent, mais la bataille pour le titre, elle, ne fait que commencer. Motors. 8e manche du championnat du monde des rallyes avec l'un des monuments de la discipline, le rallye de l'Acropole. Le championnat bascule définitivement sur la terre jusqu'à la fin de la saison. Cette année 2026 marquait également le retour du parc d'assistance à Loutraki, un lieu chargé de souvenirs pour un certain Sébastien Ogier. C'est en effet ici que le Français décrochait son premier podium mondial en 2009 avant d'emporter le rallye de Grèce en 2011. 15 ans plus tard, l'histoire allait lui offrir un magnifique clin d'œil. Comme attendu, l'Acropole est restée fidèle à sa réputation. Des températures caniculaires, des pistes défoncées, des pierres omniprésentes et une véritable hécatombe de crevaisons. Aucun favori n'a été épargné. La première journée était largement conditionnée par le balayage. Ouvrir la route relevait presque de la mission impossible. Et les leaders du championnat, à commencer par Elfyn Evans, perdaient énormément de temps à nettoyer les trajectoires. Thierry Neuville profitait pleinement de cette situation pour prendre les commandes devant Sébastien Ogier et son coéquipier Adrien Fourmeau. Le vendredi était également marqué par un petit morceau d'histoire pour John Armstrong. Le pilote M-Sport signait dans le S5 le tout premier temps scratch de sa carrière en Rallye 1. Une performance malheureusement sans lendemain, puisqu'une crevaison suivie d'un problème mécanique mettait rapidement fin à son rallye. Au fil des spéciales, 2 hommes allaient progressivement se détacher, Thierry Neuville et Sébastien Ogier. Samedi, les 2 champions se rendaient coup pour coup, quelques dixièmes repris ici, quelques dixièmes reperdus là, personne ne parvenait réellement à prendre l'ascendant. Derrière eux, Adrien Fourmeau confirmait une nouvelle fois son excellente vitesse, mais une nouvelle crevaison venait ruiner toutes ses ambitions de podium. Au départ de la dernière journée, seuls 4,1 secondes séparaient Neuville et Ogier. Le Français frappait immédiatement fort dans le S14 et prenait les commandes du rallye. Les 2 hommes réalisaient ensuite exactement le même temps dans le S15. Impossible alors de désigner un favori. Puis arrivait le S16, le tournant du rallye. Thierry Neuville était victime de 2 crevaisons à l'arrière et abandonnait plus de 50 secondes à Sébastien Ogier. Certains parleront de malchance. Ce serait pourtant un raccourci. Au Portugal, Sébastien Ogier avait lui-même perdu une victoire quasiment acquise après une crevaison. Cette fois, les rôles se sont inversés. Et surtout, dans les portions d'asphalte très dégradées de cette spéciale numéro 16, chacun savait que pousser davantage ou un petit peu trop signifiait aussi prendre davantage de risques. En Grèce, les pierres ne choisissent personne, mais les pilotes choisissent leurs pierres ou leurs trous. Quand on attaque, parfois ça passe, parfois non. Sébastien Ogier n'avait ensuite plus qu'à conclure, mais il le faisait avec la manière. Victoire au classement général, meilleur Super Sunday et meilleur temps dans la Power Stage. Le score parfait.
35 points sur 35 possibles. Le Français signe ainsi sa 69e victoire en championnat du monde, 15 ans après son premier succès grec. Une démonstration de maîtrise. Derrière lui, Thierry Neuville sauve une très belle deuxième place après avoir livré l'un de ses meilleurs rallyes de la saison. Takamoto Katsuta complète le podium et réalise sans doute l'une des meilleures opérations comptables du week-end. Parti deuxième sur la route le vendredi, le japonais limite parfaitement les dégâts du balayage et reprend 13 points d'un seul coup à son coéquipier, toujours leader de la série, Elfyn Evans. Au chapitre des performances, Sébastien Ogier termine BP de l'épreuve avec 7 temps scratch, power stage comprise. Adrien Fourmeau en signe 5, Thierry Neuville 4, tandis que John Armstrong inscrit le premier scratch mondial de sa carrière. On vous l'a dit, suivez un peu. En revanche, Oliver Solberg continue d'alterner le très bon et le beaucoup moins bon. Une crevaison dès le S2 puis une sortie de route dès la première étape mettent rapidement fin à ses ambitions. Le Suédois possède une vitesse indiscutable, on le dit à chaque fois, mais il donne parfois le sentiment de vouloir gagner chaque virage plutôt que le rallye ou même le championnat. A noter également qu'après l'arrivée, Adrien Fourmeau et Josh McErlen écopaient chacun d'1 minute de pénalité pour avoir roulé sans leur harnais correctement attaché en liaison. Une sanction qui leur faisait perdre 2 places au classement final. En WRC2, le spectacle n'a pas été moins intense. Škoda signe un doublé, mais il serait réducteur de résumer ce rallye à ce simple résultat. Andreas Mikkelsen et Robert Virves ont livré une bataille magnifique pendant 3 jours. L'Estonien termine meilleur performeur avec 7 temps scratch contre 6 pour le Norvégien. Au départ de la dernière journée, seulement 13,9 secondes les séparaient et tout restait possible. Mais dans le S15, Mikkelsen, alors leader, crevait après avoir heurté une pierre et devait s'arrêter pour remplacer sa roue. Plus d'1 minute 40 perdue, le duel prenait immédiatement fin. Robert Virves s'offre ainsi sa 3e victoire en WRC2 devant Mikkelsen et Alejandro Cajon. Le championnat est totalement relancé. Rob Coronen prend les commandes avec 64 points devant Alejandro Cajon, 61, et Léo Rossel toujours sur sa Citroën C3 Rallye 2 avec 60 unités et bien sur la boîte provisoire. En revanche, énorme désillusion pour le grand frère. Johan Rossel, le pilote officiel Lancia engagé sur la nouvelle Y, était contraint à l'abandon dès le S10 sur pas de moteur alors qu'il figurait évidemment parmi les favoris. Il recule désormais à la 5e place du championnat avec 52 points. En rallye 1, Elfyn Evans conserve la tête du championnat avec 158 points, mais son avance fond dangereusement. Takamoto Katsuta revient à 151, tandis que Sébastien Ogier relance complètement sa saison avec 125 unités, malgré un programme partiel. Thierry Neuville, 7e avec 95 unités, paie toujours un début de saison compliqué, notamment sur asphalte, face à une armada Toyota qui occupe désormais les 5 premières places du classement général. Le championnat prend désormais la direction de l'Estonie. Changement radical de décor, on va au nord de l'Europe. Après les pierres de l'Acropole, place aux pistes ultra rapides de Tartu, où les moyennes dépassent régulièrement des vitesses proprement inavouables. Juste avant la Finlande, tout aussi folle, et une pause estivale bienvenue. Une chose est sûre, après ce week-end grec, la lutte pour les titres mondiaux est plus ouverte que jamais. Motors. On reste sur la terre, mais cette fois sur 2 roues, direction le Portugal et le circuit d'Agueda, qui accueillait la 10e manche du championnat du monde motocross. Le cap de la mi-saison est désormais franchi sur cette célèbre terre rouge portugaise. Une piste particulièrement exigeante qui évolue énormément au fil des tours. Les trajectoires changent sans cesse, le gris apparaît, puis disparaît, et chaque manche devient une véritable partie d'échecs, poignée dans le coin évidemment. Comme toujours, le week-end débutait dès le samedi avec les courses qualificatives. En MXGP, Lucas Konen poursuivait sa remarquable saison en remportant la Cali Race devant Jeffrey Herlings. Une nouvelle démonstration de vitesse du jeune Belge qui résistait jusqu'au bout au quintuple champion du monde. Derrière, Robin Fernandez offrait une belle 3e place à Honda devant son public, alors que Romain Fèvre et Tim Geiser complétaient le top 5. En MX2, l'Espagnol Guilhem Fares signait quant à lui sa toute première victoire en course qualificative devant le leader du championnat, Sacha Konen. Une journée marquée également par la spectaculaire chute de Mathis Valin. Alors qu'il menait la qualif, le pilote français de Kawasaki partait violemment à la faute dans la section des vagues, provoquant un drapeau rouge. Heureusement, il regagnait le paddock par ses propres moyens, mais ne pouvait pas prendre le départ des manches du dimanche DNS.
Dimanche, sous une chaleur toujours importante, la piste continuait d'évoluer. Entre les deux manches, un arrosage massif transformait même les premiers tours de la seconde course MX2 en véritable patinoire avant que la terre rouge d'Agueda ne retrouve progressivement son adhérence. En MXGP, le duel annoncé entre Lucas Konen et Jeffrey Herlings a tenu toutes ses promesses. Première manche, Konen prend rapidement les commandes. Herlings, mal parti, remonte méthodiquement jusqu'à la deuxième place, mais perd un temps précieux derrière Ruben Fernandez. Le Belge en profite pour creuser l'écart et s'impose devant le Néerlandais Romain Fèvre, complétant le podium. La deuxième manche offre un scénario quasi totalement différent cette fois. Herlings recolle immédiatement au leader. Les deux hommes se rendent coup pour coup pendant plusieurs tours avant que The Bullet ne trouve finalement l'ouverture grâce à un freinage tout aussi tardif qu'autoritaire. Une manœuvre pleine d'expérience qui lui permet de filer vers la victoire. Au final, les deux pilotes terminent le Grand Prix à égalité de points, mais la victoire dans la seconde manche offre le succès au général à Jeffrey Herlings. Le Néerlandais décroche ainsi sa 117e victoire en GP et sa 221e victoire de manche. Des chiffres absolument vertigineux qui continuent d'étoffer l'un des plus beaux palmarès de l'histoire du motocross. Lucas Konen termine deuxième et conserve une marche confortable au championnat avec 506 points contre 449 pour Herlings. Romain Fèvre complète une nouvelle fois le podium grâce à deux solides troisième places et confirme sa régularité. En MX2, le week-end appartient sans partage à Guilhem Fares. L'Espagnol réalise tout simplement le week-end parfait. Victoire en qualif, victoire dans la première, victoire dans la seconde, 3 courses, 3 victoires. Dans la première manche, Sacha Konen chute lourdement dès les premiers tours alors qu'il occupait les avant-postes. Reparti au-delà de la 20e position, le leader du championnat réalise une superbe remontée jusqu'à la 6e place, limitant déjà les dégâts. En deuxième manche, Fares signe de nouveau le all shot et ne sera jamais véritablement inquiété. Derrière lui, Sacha Konen remonte cette fois jusqu'à la 2e position, tandis que Liam Everts complète le podium devant Yanis Rezoulis. Au classement général, Fares s'impose logiquement devant Yanis Rezoulis, qui décroche le tout premier podium mondial de sa jeune carrière, et Sacha Konen, auteur d'un très solide week-end, malgré sa chute de la première manche. Au championnat, Sacha Konen, justement, reste leader avec 477 points, mais Guilhem Fares revient désormais à seulement 32 unités avec 445 points. Simon Langenfelder conserve la 3e place devant Camden Lachlelan, tandis que Liam Everts complète le top 5. A noter également que Mathis Valin, forfait dimanche après sa lourde chute de la veille, glisse au 7e rang du championnat. Une déception sportive rapidement compensée par une excellente nouvelle pour l'avenir puisque le Français vient de prolonger son contrat pour plusieurs saisons avec Kawasaki Racing Team. Il poursuivra donc son développement en MX2 au guidon de la KX 250 officielle, preuve de la confiance accordée par Kawa à l'un des plus grands espoirs du motocross français. La semaine prochaine, le championnat prendra une direction totalement inédite avec le GP d'Afrique du Sud. Une nouvelle piste, de nouveaux repères et sans doute de nouvelles surprises. Camden McLellan est en fusion à l'approche de son Home GP. En MXGP, Lucas Konen conserve le contrôle du championnat, mais Jeffrey Herlings rappelle qu'il n'a absolument rien perdu de sa vitesse et de son fighting spirit. En MX2, Guilhem Fares vient clairement de changer de dimension. Plus qu'un outsider, l'Espagnol s'affirme désormais comme le principal adversaire de Sacha Konen dans la conquête du titre mondial. Motors, Rallye. Allez, on reçoit aujourd'hui avec beaucoup de plaisir, une fois encore, je serais tenté de dire, Romain Sautron, avec pour commencer un bilan du rallye de Petite-Île, première évolution à La Réunion sur ta nouvelle voiture, la Renault Clio Rallye 3, grosse bestiole, hein, s'il en est, avec un apprentissage qui se poursuit, mais visiblement là on commence à connaître toutes les pièces du puzzle et on commence à les mettre dans l'ordre. C'est ça, oui. On a pu continuer notre apprentissage là-bas en Croatie, donc découvrir un peu plus la voiture avec une équipe d'ingénieurs. Donc on n'avait vraiment rien à faire sur la voiture, c'était eux qui s'occupaient de toute la mécanique. Donc on avait juste à donner notre ressenti et puis ils faisaient les réglages. Donc ça a été un grand coup de boost. Et c'est grâce à ça après qu'on a pu évoluer comme ça sur le rallye de Petite-Île ici. Alors, est-ce qu'ils t'ont appris quel réglage ils mettaient, mais surtout, le plus important, pourquoi ils mettaient tel ou tel réglage? Oui, bien sûr, mais c'était pas à moi de dire ce que je voulais, je donnais juste mon ressenti, et puis ils me montraient quand même ce qu'ils faisaient, les réglages à faire, etc. Là, c'était vraiment sur les réglages d'amortisseurs. Donc entre la détente, la tuyauterie, etc. Donc on a pu
reproduire ce qu'on avait fait là-bas. Et voilà. Après, il y a encore beaucoup à apprendre sur cette voiture, sur le pilotage, sur les notes, lors des reconnaissances. J'ai encore beaucoup de travail quand même, mais c'est vraiment sympa d'évoluer comme ça. Être en formation continue en WRC, mais c'est le rêve absolu de tout pratiquant finalement. Oui. Ben, en plus, donc c'était un rêve, on va dire. Alors j'ai découvert, je vais pas me mentir, je suis pas dans le rallye depuis petit. Moi j'ai découvert il y a 2-3 ans. Réellement, c'est quelque chose que je suivais de loin parce que je pensais inaccessible, tant au niveau budget que niveau pilotage. Mais du coup, depuis que j'ai découvert ça, je regarde le WSC. J'ai pris l'abonnement, comme je l'avais dit, pour pouvoir suivre la moindre manche. L'année dernière, je pensais pas que c'était réalisable. Après, on a pu mettre le projet en place pour la Croatie. Et une fois avoir fait une manche comme ça, on rêve de la deuxième. Justement, on va y venir. L'avenir, c'est quoi? Parce que bon, l'asphalte, t'as commencé à connaître. Toi, tu viens du run, initialement, donc sur du très short track en ligne droite. Tu es passé au rallye, sur asphalte toujours. Mais j'ai toujours maintenu, et t'es bien placé pour le savoir, que la Terre est la meilleure école du rallye, y compris pour l'exercice sur asphalte. Visiblement, nos esprits se sont quelque peu rencontrés, puisqu'il y a quand même un goût de reviens-y en WRC, là. Exactement, ouais. Mais là, j'ai un projet en cours. Donc je t'en ai parlé. Donc je voudrais faire le WSC d'Arabie Saoudite, donc en novembre. Ouais. Avant ça, bien sûr, il y aura des sessions d'entraînement sur la terre. Tu m'as donné de précieux conseils aussi. Et du coup, on va aller voir du côté de la métropole et programmer une séance, enfin un rallye d'entraînement entre guillemets sur terre. Et puis si ça se concrétise, on participera normalement, si tout va bien, à la manche d'Arabie Saoudite, la dernière manche du WSC cette année. Bon, un rallye tout jeune, il vient de faire son entrée dans le calendrier avec la particularité de proposer davantage de sable que de terre, même si le revêtement y est très dur. Il y a un petit goût de rallye de Jordanie qu'on a connu à l'époque en Arabie Saoudite. Alors clairement, on n'est pas sur du Paris-Dakar. Néanmoins, c'est de l'équilibre instable. C'est une grande aventure, ça encore. 2 épreuves du WRC la même saison, mais c'est énorme. Ouais. Le projet, c'est de vraiment commencer à bien découvrir le WSC. On devait être en Italie là début la semaine prochaine. Enfin non, c'est ce week-end. Ouais. Mais j'ai pas pu amasser le budget nécessaire en si peu de temps, entre la Croatie en avril et là. Donc on reporte ça sur le rallye d'Arabie Saoudite. Et effectivement, ça sera pas simple, mais c'est quelque chose que j'ai suivi l'année dernière. Ouais. Et que j'ai apprécié, que j'aimerais vraiment découvrir, et on fera tout pour y être. Bon, ce week-end, il y a le rallye Roma di Capitale. C'est une épreuve ERC, mais sur asphalte. Par contre, pour le coup, là, on change de surface, et pour toi, ça va être une découverte totale. L'idée, c'est le faire encore avec une Rallye 3 pour avoir, quand tu irais en Arabie Saoudite, tu auras un minimum de connaissance de la voiture quand même, ou encore sur une voiture différente? Non, alors là, on est sur une hésitation encore. On m'a proposé la Ford Rallye 3, d'essayer la Ford Rallye 3 avec la team Chazelle. Donc eux me conseillent de l'essayer parce que c'est différent de la Clio. Donc surtout au niveau châssis, il y a moins de puissance, mais le châssis la Ford Fiesta Rallye 3 est une voiture très éprouvée puisqu'elle sert de support au championnat junior, pour tout dire, qu'on appelle le WRC3. C'est une voiture connue, en tout cas, ne serait-ce qu'en termes de réglage aujourd'hui, contrairement à la Clio Rallye 3 qui ne bénéficie pas encore du même feedback. Exactement, ouais. Donc c'est quelque chose que j'aimerais aussi. Donc tester cette Ford, on va le voir très bientôt, je pense. Donc on va s'organiser avec la team Chazelle et faire un rallye sur terre avec la Ford. Et puis on verra si l'année prochaine on change de voiture ou pas. En tout cas, on restera sûr et certain dans la catégorie Rallye 3. Ouais. Continuer l'apprentissage, là, c'est quelque
chose d'essentiel. Cette fois-ci, il faut pas brûler les étapes. Donc, Justement, on va continuer là-dessus. pas brûler les étapes, l'actualité immédiate pour toi, ça va être le Tour Auto de la Réunion, que les auditeurs comprennent bien. Au moment où je te parle, tu es en train de travailler sur ta voiture de course, puisqu'on a un petit souci au niveau des feux de virage, tu me disais, c'est ça? Exactement, oui. On a découvert ça en plein rallye de Petite-Île, c'est-à-dire arrivé à la tombée de la nuit. On branche les rampes et les feux de virage, on allume pour tester, pour voir si tout va bien. Et là, on a un fusible dans le dash qui s'allume en rouge, et donc pas de feu de virage. Donc c'était, on va dire, c'était légèrement gênant parce qu'à Petite-Île, il y avait énormément de virages. Ouais. Donc énormément d'enchaînements et forcément quand tu regardes au loin tu vois pas grand chose parce que la voiture éclaire toujours tout droit avec les rampes sur le capot. Donc légèrement gênant, mais ça va, j'ai pu terminer sans encombre. Et là, du coup, effectivement, on est en train de chercher la panne. Donc, visiblement, c'est pas les feux, c'est pas le faisceau, on n'a pas de court-circuit, c'est pas le boîtier. Donc, peut-être une mise à jour du boîtier à faire. Donc, on est en contact avec les ingénieurs d'Alpine, Renault Sport, et on va essayer de régler ça au plus vite. Venez profiter des promotions chez ODR D2S Car Audio au Tampon. ODR D2S Car Audio, c'est la vente et l'installation audiomobile pour votre voiture. ODR D2S Car Audio, c'est les plus grandes marques Pioneer, Hertz, Soundstream, SP Audio. Le vol de voiture n'arrive pas qu'aux autres. Il serait dommage que votre voiture parte sans vous. Protégez votre voiture avec nos alarmes Vodafone Cobra. Devenez les maîtres du stationnement avec nos radars de parking avant et arrière Metasystem et Cobra. ODR D2S Car Audio avec plus de 20 ans à votre service. Retrouvez-nous sur notre site www.autoradio.re. ODR 80 rue Martinelle-Lacet au Tampon. Contact 0692 874 510. Motors, l'interview. On reçoit à présent Patrick Bellus qui était engagé en Rallye 3, monture agréable s'il en est, voiture déjà particulièrement performante à l'occasion du Rallye de Petite-Île. Malheureusement, bonjour Patrick, c'est pas allé jusqu'au bout. Bonjour, ouais exactement. Un petit souci de pompe à essence d'un petit tuyau qui est tombé, rien de bien méchant, mais qui on a dû abandonner et repartir en Rallye 2 pour préparer le Tour Auto fin juillet. Bon alors un mot justement en ce qui concerne la performance pure de la voiture et du tandem que tu formes à bord de cette Rallye 3, cette Renault Clio. Les chronos sont là quand même. Hein. Ouais effectivement, bon, on n'a rien fait de plus de ce qu'on sait faire déjà. On a roulé propre, trajectoire, écouté le copilote et puis ça fonctionne. La voiture, c'est une voiture confirmée, hein, donc j'ai rien fait de plus que freiner, accélérer, trajectoire et puis voilà, donc elle est bien réglée, elle fonctionne, donc les temps sont là. Je pense que le Tour Auto, on peut passer un cap, je pense, mais ça sera pas non plus beaucoup plus vite. Oui, parce que devant, assez vite. Les armadas devant en Rallye 2, le delta existe hein, entre une Rallye 3 et une Rallye 2, il est quand même relativement important. Néanmoins, on t'a senti prendre beaucoup de plaisir au volant de cette voiture. Ah exactement, elle est vraiment formidable. Uniquement la deuxième boucle de dimanche, j'ai commencé à bien la comprendre, à être un petit peu plus safe et aller aussi vite, voire un peu plus vite. Et rentrer vraiment des 4 roues, pas rentrer comme j'ai l'habitude de rentrer sur le train avant, rentrer vraiment des 4 roues, sortir des 4 roues. Et c'était bien plus agréable à piloter et c'est une voiture franchement où j'ai vraiment apprécié, je me suis bien amusé. C'est là que réside tout l'apprentissage de nouvelles voitures, c'est ne pas en rajouter, mais modifier ses approches, éventuellement ses notes, se sentir beaucoup plus safe et finalement les chronos sont là et même s'améliorent, hein, sans en rajouter. Exactement, dans la dernière boucle, en Sleba 3, je pensais aller moins vite, mais on améliore encore de 3 secondes, donc c'est une petite spéciale comme ça, 3 secondes c'est beaucoup. Et on s'est fait plaisir et moins peur. Et voilà, les kilomètres, engendrer les kilomètres, et ça c'était, voilà, ça se comprend aussi au niveau chrono. Après la voiture en elle-même, Stéphane SCF m'a dit Patrick, profite pour changer des réglages, etc. Donc
Mais j'ai rien fait, j'ai rien touché. Pour moi, elle me convient comme elle est là. Après, j'ai pas assez de roulage aussi pour dire qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qu'il faut modifier. Donc peut-être le tour au tour, on commence à modifier, mais pour le moment, on n'a rien touché et elle fonctionne comme ça. Et vu les temps, est-ce que c'est nécessaire de toucher quoi que ce soit? Je suis pas sûr. Est-ce que finalement il n'y a pas d'avantage à gagner en retouchant le pilotage et les notes plutôt que la voiture à travers ce que tu viens de dire? C'est une approche différente, 4 roues motrices, un turbo qui pousse quand même. À l'approche de chaque virage, il y a des points de repère qui sont complètement différents. Hein. Quand on freine, c'est pas la même. Hein. Ah, exactement, bien évidemment. Mais voilà, je suis un pilote qui est souvent one shot sur des voitures, donc je préfère m'adapter au réglage que essayer de changer et dire ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Voilà, je vais m'adapter au freinage, chercher de plus en plus à aller freiner peut-être un peu plus loin, mais je me suis bien adapté, donc pour moi voilà, la voiture est très bien et je pense que j'ai jamais connu une voiture aussi performante et aussi facile à piloter. Alors tu m'as tendu la perche et évidemment je vais la saisir. On t'a connu mercenaire, venant ponctuellement sur une épreuve, sur une voiture, sur une autre, des partenaires multiples hein, en fait en ce qui te concerne d'un point de vue rallistique. Est-ce que là tu es sur un programme pérenne avec de la suite qui est d'ores et déjà programmée? Eh ben, on sera au tour auto et on va essayer d'être là pour la ronde de l'Est, Grand Sud, Grand Est, comme ils vont appeler ça, je crois. Et après, on va faire au feeling. Pour l'instant, j'aime beaucoup la voiture, donc je suis motivé à être présent au Rallye de l'Est. Compte tenu de ce que tu as découvert, est-ce que tu penses qu'une Rallye 3 a sa place dans un top 10 à La Réunion? Ah, ça reste compliqué, hein, voilà, sur un tour auto à la régulière, je pense que c'est compliqué. Et avec le plateau, c'est pour moi compliqué. Bon écoute, en tout cas, on te souhaite de prendre bien du plaisir pour le tour auto qui approche, mais on va pas s'affoler, on a encore largement le temps. Exactement, on est dans la préparation et puis la préparation physique surtout. J'essaie de me mettre une hygiène de vie un peu plus saine et puis un peu plus de sport, voilà. Motors, rallye. Les rallyes d'aujourd'hui sont-elles vraiment aussi rapides que les WRC d'il y a 20 ans, comme certains peuvent l'affirmer un peu légèrement? Depuis quelques années, une phrase revient régulièrement dans les parcs d'assistance. Aujourd'hui, les Rallye 2 vont aussi vite que les anciennes WRC. C'est martelé. À force de l'entendre, cette affirmation est presque devenue une vérité pour certains. Mais toute répétition n'a pas valeur de vérité. Aujourd'hui, Motors vous propose un véritable match entre deux générations. Dans le coin gauche, les WRC de la grande époque, celles qui ont construit la légende du championnat du monde avec la Citroën Xara WRC de Sébastien Loeb, qui précédait la C4 puis la DS3, mais aussi les Ford Fiesta WRC. Des voitures d'usine développées quasiment sans limite budgétaire. Dans le coin droit, les références actuelles du rallye client, la Toyota GR Yaris Rallye 2 et la toute nouvelle Lancia Y Rallye 2. Deux philosophies, 20 ans d'écart, mais finalement, quel est le réel fossé entre ces générations, sachant que nombre d'ingénieurs du WRC d'il y a 20 ans développent aujourd'hui les modernes Rallye 2. Mais oui, ce sont bien souvent les mêmes. Première round, la puissance. Sur le papier, les chiffres sont presque trompeurs. La Xara WRC développait environ 300 chevaux, en tout cas revendiqués. Une Toyota Yaris Rallye 2 ou une Lancia Y Rallye 2 affiche aujourd'hui autour de 290 chevaux, à peine 10 bourrins d'écart. Mais la puissance maximale ne raconte qu'une toute petite partie de l'histoire. La WRC utilisait un 4 cylindres. 2 litres turbo développant près de 600 Nm de couple. Les Rallye 2 modernes, les plus récentes, évoluent aujourd'hui au mieux autour de 420-430 Nm. Près de 40% de couple supplémentaires au bénéfice des anciennes. Concrètement, à chaque sortie de virage, la WRC donnait véritablement l'impression d'être catapultée. Il fallait être sur place pour le voir. Autre détail révélateur, malgré une puissance comparable, les deux générations affichent pratiquement le même poids, autour de 1230 kg. Le rapport poids-puissance paraît donc relativement proche, mais c'est bien le couple disponible qui fait toute la différence. Deuxième round, la transmission. C'est probablement ici que les deux mondes se séparent. Les WRC utilisaient 3 différentiels actifs pilotés électroniquement, un à l'avant, un au centre, un à l'arrière.
Dit autrement et plus compréhensible, l'électronique décidait en permanence et temps réel où envoyer le couple pour optimiser la motricité. Les Rallye 2 utilisent exclusivement des différentiels mécaniques. Le règlement FIA a volontairement simplifié la technologie afin de réduire les coûts. Autrement dit, aujourd'hui, c'est davantage le pilote qui fait le boulot. Hier, la voiture et les ingés participaient pleinement à la performance globale. Troisième round, le développement. C'est souvent l'élément que l'on oublie. La Xara WRC est arrivée au sommet de son évolution en 2007 avant de laisser la place à la tout aussi référence C4 WRC. Des centaines de milliers de kilomètres d'essais, des budgets qui dépassaient parfois 50 à 70 millions d'euros par saison pour une équipe officielle. Chaque rallye apportait une nouvelle évolution, chaque essai faisait progresser la voiture. A l'inverse, les Rallye 2 dont on parle sont en pleine croissance. La Toyota GR Yaris Rallye 2 poursuit son développement pour la deuxième saison. Quant à la Lancia Ypsilon Rallye 2, elle dispute seulement sa première véritable saison mondiale. Les ingés découvrent encore son comportement. Chaque rallye apporte du retour d'expérience. Suspension, amortisseur, ressort, cartographie moteur, réglage de géométrie. Autrement dit, l'Ypsilon que nous voyons aujourd'hui sera probablement encore bien différente dans 2 ou 3 saisons. Alors pourquoi les chronos se rapprochent-ils parfois ? Parce que tout le reste a progressé. Les pneumatiques modernes, même s'ils sont victimes de crevaisons fréquentes, offrent davantage d'adhérence. Les amortisseurs sont devenus purement extraordinaires. Les châssis sont plus rigides et la télémétrie permet d'affiner les réglages avec une précision inimaginable il y a encore 20 ans. Les pilotes disposent également de simulateurs et d'analyses de données extrêmement poussées. Les Rallye 2 exploitent aujourd'hui quasiment tout leur potentiel. Mais sur une spéciale, dès que la vitesse augmente, la WRC reprend son avantage. Les relances sont bien plus violentes, le freinage est plus tardif et la motricité est supérieure. Et surtout, il existe un facteur souvent oublié, l'aérodynamique. Les WRC généraient déjà plusieurs centaines de kilos d'appui à haute vitesse. Les Rallye 2 restent volontairement beaucoup plus simples. Résultat, dans les portions rapides, la WRC entre plus vite, freine plus tard et remet les gaz plus tôt. A l'inverse, sur des spéciales très sinueuses, lentes et particulièrement techniques, les Rallye 2 modernes peuvent parfois venir flirter avec les anciens chronos, notamment en descente. C'est précisément cette situation qui entretient la confusion. Alors que les chiffres parlent, pour mesurer l'écart entre les catégories, regardons ce que produit aujourd'hui le plus haut niveau du championnat du monde. Au Rallye des îles Canaries, disputé intégralement sur asphalte, Sébastien Ogier au volant de sa Toyota Yaris Rallye 1, devant Johan Rossel, vainqueur du WRC2, sur la Lancia Ypsilon. Au terme de 302 km chronométrés, l'écart moyen ressort à 1 seconde 57 au kilomètre. Quelques semaines plus tard, lors du rallye de l'Acropole, c'était le week-end passé, l'un des terrains les plus cassants de la saison, Ogier, toujours en rallye 1, devant cette fois Robert Virves, vainqueur du WRC2. Cette fois, après 318 km de spécial, l'écart moyen atteint 1 seconde 85 au kilomètre, près de 2 secondes au kill. À l'échelle d'une spéciale de 20 km, cela représente près de 40 secondes. Ces chiffres concernent bien les Rallye 1 actuelles, encore plus performantes que les anciennes WRC, grâce à 20 années d'évolution technologique. Ils montrent néanmoins que la hiérarchie technique reste aujourd'hui très marquée entre les différentes générations de voitures. Mais revenons maintenant à notre comparaison entre anciennes WRC et Rallye 2 actuelles. Le meilleur laboratoire grandeur nature s'est déroulé cette saison en CFR lors du Rallye des Vosges Grand Est. Sébastien Loeb ressort une Ford Fiesta WRC, une voiture appartenant à cette génération dorée des WRC, une voiture qui n'évolue plus depuis plusieurs années. Loeb, lui, ne dispute pas le championnat de France, il vient simplement se faire plaisir sans enjeu, faire joujou. À sa droite, Lorraine Godet, sa compagne, une copilote extrêmement compétente, mais qui n'évolue pas au niveau professionnel du championnat du monde. En face, les meilleures Rallye 2 françaises du moment, des voitures parfaitement développées, pilotées par des équipages engagés dans la lutte pour le championnat de France, à la bagarre, et notamment Johan Bonato, quintuple champion de France et référence absolue sur asphalte. Résultat, Loeb inflige régulièrement 7 dixièmes au kill, 7 dixièmes. Cela représente environ 14 secondes sur une spéciale de 20 km. En rallye, c'est énorme, gigantesque.
Évidemment, le talent exceptionnel de Sébastien Loeb fait partie de l'équation, probablement davantage que pour n'importe quel autre pilote de l'histoire. Mais réduire cet écart au seul pilote serait une erreur. Johan Bonato évolue lui aussi au sommet de son art. Cette démonstration rappelle simplement une réalité. Une ancienne WRC exploitant à son plein potentiel reste aujourd'hui encore plus performante qu'une Rallye 2 moderne, et de loin. Alors le verdict, les Rallye 2 vont-elles aussi vite que les anciennes WRC ? Non, pas vraiment, pas encore. Dans certaines spéciales particulièrement lentes et techniques, elles peuvent parfois s'en approcher. Mais dès que la vitesse augmente, la réponse est clairement non. Les anciennes WRC restent plus rapides, plus puissantes en motricité, plus sophistiquées et surtout développées avec des moyens à l'époque quasiment illimités. En revanche, les Rallye 2 ont probablement réussi un exploit encore plus impressionnant. Avec un coût d'achat situé entre 300 et 350 000 euros pour les plus récentes, elles offrent près de 90% des performances de ces anciennes voitures d'usine qui représentaient plusieurs millions d'euros de développement. Le rallye moderne n'a donc pas cherché à construire une voiture beaucoup plus rapide, il a construit une voiture performante, beaucoup plus fiable, beaucoup plus accessible et capable de permettre à des dizaines d'équipes privées de se battre au plus haut niveau. Finalement, la véritable révolution n'est pas d'avoir dépassé les WRC de la grande époque, c'est d'avoir réussi à démocratiser un niveau de performance qui, il y a 20 ans encore, était exclusivement réservé aux équipes officielles. Les Rallye 2 n'ont pas remplacé les anciennes WRC, elles en ont démocratisé l'excellence, et c'est probablement la plus belle réussite technique de l'histoire moderne du rallye. Venez profiter des promotions chez ODR D2S Audio au Tampon. ODR D2S Audio, c'est la vente et l'installation audiomobile pour votre voiture. ODR D2S Audio, c'est les plus grandes marques Pioneer, Hertz, Soundstream, SP Audio. Le vol de voiture n'arrive pas qu'aux autres. Il serait dommage que votre voiture parte sans vous. Protégez votre voiture avec nos alarmes Vodafone Cobra. Devenez les maîtres du stationnement avec nos radars de parking avant et arrière Metasystem et Cobra. ODR D2S Audio avec plus de 20 ans à votre service. Retrouvez-nous sur notre site www.autoradio.re. ODR 80 rue Martinelle-Lacet au Tampon. Contact 0692 874 510. Motors, l'interview. Bon, on reçoit Stéphane Samcafrève qui a fait des merveilles à l'occasion de l'ouverture de saison à Petite-Île sur, on peut le dire, une grand-mère quand même. Cette Ford Fiesta MK1 n'a rien à voir avec les voitures auxquelles tu étais opposé. Et pourtant, tu es allé à la limite, voire plus, à tes propres dires sur certaines spéciales. Bah oui, effectivement, sur le papier, on est en dessous des nouvelles voitures. Après, on a composé avec ce qu'on avait, on a fait de belles performances. On a prouvé que la voiture a marché quand même malgré son âge. Aussi l'équipe, il faut dire aussi que l'équipe a un boulot formidable derrière pour la donner de telles performances. Maintenant, voilà, on aimerait bien aussi changer de monture pour se battre à armes égales avec les autres. Mais bon, la conjoncture actuelle fait que c'est un peu compliqué financièrement. Mais voilà, on essaie de tenir le cap malgré tout. Bon, le plus étonnant est le chrono réalisé dans l'Hermitage. On sait que traditionnellement, le point qu'on surveille le plus sur la Ford Fiesta MK1, c'est le freinage. Hermitage, c'est tout en descente. Et pourtant, tu assommes la concurrence à cet endroit-là. Il y a deux options. Il y a soit on prend des risques dans les descentes pour essayer de rivaliser avec les autres parce qu'on manque beaucoup de puissance et beaucoup de couple. Du coup, on est un peu pénalisé dans les montées. Du coup, voilà, moi je prends l'option de prendre les descentes pour jouer mes cartes. Mais voilà, après, je sais qu'on a résolu les problèmes de frein sur la MK1. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux freiner en confiance dans les descentes. On t'a senti très lucide à l'arrivée d'Hermitage quand tu intervenais sur Radio S Réunion en disant très clairement, là, on était au-delà de la limite, quoi. Bah oui, après, malheureusement, on est obligé d'aller jouer avec les lignes rouges pour essayer de rivaliser avec les autres. Parce qu'on peine quand même au niveau de performance par rapport aux autres. Mais voilà, ça fait partie aussi du jeu. C'est des challenges qu'on doit se lancer en tant que pilote et copilote pour essayer de rester dans le rythme des autres. Et voilà, on prend les risques quand il faut, mais on essaie de les maîtriser au maximum. Alors c'est justement là le point, à mon sens, le plus important pour les néophytes qui peuvent écouter cette émission. Quand tu dis t'as franchi les limites de l'équipage ou t'as franchi les limites de la voiture ? De la voiture, évidemment, c'est la limite de la voiture. Moi, je sais qu'en tant que pilote, on peut aller encore beaucoup plus vite. Réan Gagny le montre et le démontre qu'on peut aller plus vite. Maintenant, il faut avoir ce qu'il faut pour le faire.
On va venir à présent sur un petit tour que tu es parti faire en métropole au rallye national des bornes, 110 km face à la montre, et puis tu retrouvais une voiture, enfin un type de voiture. T'avais jamais roulé que 3 fois sur une 2 roues motrices jusqu'à présent dans ta carrière. Tu as évolué sur une Porsche, une 997, hein, une GT3. C'était quoi? C'était une respiration, l'occasion de retrouver ton pote Maxime Joseph. C'est quoi l'explication de ce rallye en métropole? C'est Maxime Joseph qui m'avait appelé pour venir rouler, faire une pige avec sa voiture pour essayer de la mettre au point. Malheureusement, avec le timing du rallye de la Petite-Île, ça a été très juste pour nous. On n'a pas pu faire ce qu'on voulait faire et du coup on a composé avec ce qu'on avait. Mais voilà, c'était une petite aventure qu'on a fait tous les deux avec quelques membres de l'équipe pour changer un peu les idées et essayer autre chose. En tout cas, c'était un super rallye, on a pris beaucoup de plaisir, sauf que malheureusement la mécanique en a décidé autrement. Mais si c'était à refaire, ouais, je le referais parce que c'était quand même agréable de piloter cette Porsche. Bon, tu en parlais tout à l'heure, t'es loin de disposer des armes équivalentes au reste du plateau, un plateau qui est d'ailleurs exceptionnel, hein. On est d'un niveau championnat de France hein, en termes de monture, vu ce qu'on a à La Réunion. Toutefois, mon cher Stéphane, il nous manque une voiture à La Réunion par rapport aux autres, c'est la Lancia Ypsilon. Ouais, c'est la voiture un peu tendance en ce moment, c'est la dernière ligne des Rallye 2. Maintenant, le coût est quand même assez élevé. On aimerait tous changer de monture, mais bon, après, venir de la guerre, c'est les budgets, trouver des partenaires. Et voilà, pour l'instant, c'est pas dans nos tuyaux à nous, c'est pas dans notre programme à nous. Mais on essaie de travailler pour essayer de revenir l'année prochaine, si le championnat il est complet, de revenir avec une nouvelle monture pour essayer de jouer la gagne. Bon, l'Ypsilon, que les gens comprennent bien, hein, c'est entre 320 et 350 000 euros. Hein, c'est ça le coût, grosso modo, de cette voiture, en tout cas en Europe. Le premier pilote privé à en disposer est donc Jordan Berfa, qui devait rouler le week-end passé et qui n'a pas pu rouler puisque toutes les épreuves ont été annulées. Toi, tu dis que tu cherches une autre voiture. Ce serait quoi comme génération? Il y a déjà une meute de C3. C'est plus vers cet axe-là que tu t'orientes ou réellement tu veux trouver les moyens pour une Lancia Ypsilon? Si c'était pour une C3, je pense que le projet aurait abouti il y a bien longtemps. Maintenant, on a pris du recul ces dernières années parce qu'on savait qu'il y avait des nouveautés qui arrivaient. Maintenant, si c'est pour revenir, je pense que c'est pour revenir avec une voiture de nouvelle génération. Pour pas avoir le retard qu'on a aujourd'hui avec la MK1 où on est en retard, on a acheté la MK1 et les autres sont passés à autre chose. Nous, on est resté à la MK1, ça fait qu'on a toujours quelques années de retard par rapport aux autres. On ne veut pas réitérer ce phénomène-là, du coup on attend pour saisir une opportunité et avoir une voiture de nouvelle génération. Bon, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Le Tour Auto qui approche avec un parcours classique, on va dire. Tu viens dans quel état d'esprit là? Alors moi perso, je viens ou je viens pas parce que je sais pas si tu l'as vu, ma voiture est en location pour le Tour. Exact. Moi voilà, si elle est louée, elle sera louée avec un pilote. Si elle n'est pas louée, je roulerai dessus avec Laurent, mon binôme de route. Et voilà, moi on n'a pas misé sur le championnat cette année. On savait que le championnat allait être un peu à demi-teinte parce qu'on ne sait pas vraiment quel programme il y aura exactement. Ouais. Du coup, on n'a pas misé sur cette année. On a opté pour les one-shots, c'est-à-dire que si la voiture est là, on roule. Si elle n'est pas là, on ne roulera pas. On va assister nos clients. Mais voilà, j'ai pas misé. Pour l'instant, je ne pourrais pas te dire qu'on sera au départ ou pas du retour. Un mot concernant cette expérience avec Maxime en métropole sur la Porsche. À travers ce que tu dis, on sent qu'il y a un goût de pas assez quand même. T'as pas eu l'occasion avec l'équipe de faire tout ce que tu voulais faire. Ça sous-tend que tu pourrais repartir d'ici la fin de l'année, refaire un coup en métropole? Il y a de fortes chances parce que bon, on est resté sur une note de comme tu dis, de pas assez. Maintenant la voiture, on a vu tous les problèmes qu'il y avait. On va essayer de travailler avec l'équipe en parallèle de métropole pour la mettre au point. La voiture, on l'a démontée avant de revenir à La Réunion, on l'a démontée pour réparer ce qu'il fallait réparer. Maintenant, on va travailler avec Maxime, parce que c'est lui le propriétaire, c'est lui qui va décider. Mais en tout cas, on travaille pour la rendre performante, pour qu'il puisse s'amuser tranquillement là-bas. Motors, le programme. Après un hot week-end exceptionnel, pas question de lever le pied.
Les sports mécaniques nous offrent encore un menu particulièrement copieux le week-end prochain, avec pas moins de 8 disciplines au programme. On commence en Allemagne avec le DTM. Direction le mythique Norrisring, 4e manche de la saison. Un circuit atypique puisqu'il est tracé au cœur de la ville de Nuremberg. Avec seulement 2,16 km, 4 véritables virages et une immense ligne droite ponctuée d'un freinage monumental à l'épingle du Grunding, c'est le plus petit circuit du championnat de GT3 allemand. Ici, les qualifications sont capitales, les murs ne pardonnent rien et le moindre dépassement se paie au prix fort. À ce stade de la saison, chaque point commence déjà à compter dans la lutte pour le titre. Motors. On prend ensuite la direction de l'Italie avec l'une des plus belles manches du championnat d'Europe des rallyes. Le Rallye di Roma Capitale propose près de 210 km asphaltés et chronométrés autour de Fiuggi, entre routes de montagne, portions très rapides et secteurs extrêmement techniques. Une épreuve devenue incontournable de l'ERC. Les couleurs françaises y seront largement représentées avec notamment Johan Bonato, candidat déclaré à la victoire, mais également les jeunes loups de l'équipe de France FFSA Rallye venus poursuivre leur apprentissage face aux meilleurs spécialistes européens. Pas moins de 14 pilotes français sont présents dans toutes les catégories et l'on salive d'avance à la bagarre annoncée entre Lancia, Toyota, Skoda, Citroën et Hyundai. Cerise sur le gâteau avec notamment un duel franco-français attendu entre les deux Johan, Russell versus Bonato. 11 spéciales au programme dont la plus longue Plana di Racino ES3 et 6 pour un total de 197,02 km face à la montre. Au menu, vendredi soir, la super spéciale de Colosseo. Samedi, 2 boucles de 3 spéciales et dimanche, 2 boucles de 2 tracés. Motors. Cap ensuite sur le Japon. Les mythiques 8 heures de Suzuka accueillent la 3e manche du championnat du monde d'endurance moto. Pour beaucoup, il s'agit de l'épreuve la plus prestigieuse de la saison après les 24 heures du Mans. Son tracé en forme de 8 tellement atypique, long de 5,8 km avec les S-Poon ou encore le célèbre 130R, reste l'un des plus exigeants de la planète. Les constructeurs japonais y jouent chaque année une partie de leur prestige devant leur public, un must absolu à suivre. Motors. On revient en Europe, enfin quoique pratiquement en Grande-Bretagne en tout cas, avec la 9e manche du championnat du monde de Formule 1. Silverstone n'est pas un circuit comme les autres. C'est bien là qu'a été disputé en 1950 le tout premier GP de l'histoire du championnat du monde de Formule 1. Temple absolu de la vitesse avec les célèbres enchaînements Maggots, Beckett et Chappell, le tracé britannique constitue un véritable juge de paix aérodynamique. Après son succès en Autriche, George Russell espère prolonger la fête devant son public à domicile, mais attention, un certain Lewis Hamilton, anglais également, pourrait bien tout tenter pour lui voler la vedette. Motors. Aux États-Unis, l'IndyCar retrouve le vallonné Mid-Ohio Sports Car Course pour la 11e manche de la saison. Un circuit naturel de 3,6 km étroit, bosselé et très technique où les dépassements se construisent davantage qu'ils ne s'improvisent. Après son incroyable victoire en remontant de la dernière place à Road America, Christian Lundgaard tentera de confirmer tandis qu'Alex Palou cherchera à consolider son avance au championnat. Et un Espagnol qui enlèverait la mise lors des célébrations du 4 juillet, si importante cette année, puisque marquant les 250 ans d'indépendance, je crois que Trump aurait la dent encore plus dure vis-à-vis des Ibériques. Motors. La Formula I, dont nous reparlerons longuement la semaine prochaine, reste de son côté en Chine pour le Double Header de Shanghai avec les courses 12 et 13. Cette deuxième confrontation dans l'empire du milieu pourrait déjà peser lourd dans la lutte pour le titre mondial. Entre gestion d'énergie, attaque mode et stratégie toujours imprévisible, le spectacle est quasiment garanti. Et encore, je ne vous ai pas parlé de la prochaine génération de voitures et l'introduction des Gen 4 l'an prochain et de nouveaux formats de course qui tendent vers la course pure plus que vers la gestion. On en reparle donc dès la semaine prochaine. Motors. Le championnat du monde de motocross lui écrira une nouvelle page de son histoire en disputant sa toute première manche en Afrique du Sud. Ce nouveau rendez-vous du calendrier marque le retour du mondial sur le continent africain. Enfin, une piste totalement inconnue pour la majorité des pilotes où les trajectoires évolueront très rapidement au fil des manches.
Tous les regards seront naturellement tournés vers Lucas Konen et Jeffrey Herlings en MXGP, mais aussi vers le championnat MX2 où Camden McClellan disputera pour la toute première fois son Grand Prix à domicile. Le pilote sud-africain de triomphe, particulièrement en forme, bénéficiera d'un soutien populaire exceptionnel et rêvera d'offrir un premier grand résultat devant son public et devant le continent africain. Motors. On retrouvera également le championnat de France de supermotard avec la 3e manche de la saison disputée à Rouen. Un tracé mêlant asphalte et terre où les freinages et les relances offrent toujours un spectacle exceptionnel. Une discipline que nous suivrons avec une attention toute particulière puisque la grande finale du championnat de France se disputera chez nous à La Réunion les 21 et 22 novembre prochains. Un rendez-vous déjà très attendu par tous les passionnés réunionnais. Toutefois, Raphaël Le Rafale Payette ne sera pas aligné à Rouen. Il fait l'impasse pour cause de rééducation. Néanmoins, le week-end suivant, il devrait être engagé sur une manche du championnat d'Europe en République tchèque. On en reparle. Motors. Enfin, redirection vers les États-Unis, l'État du Michigan, avec la reprise de la Mapro Motocross sur l'un des circuits les plus mythiques de la planète moto. Redbud à Buchanan, une véritable institution du motocross américain, célèbre pour son ambiance unique, ses immenses sauts et surtout la légendaire montée, la Rocos Leap, dont l'impressionnant saut au sommet est devenu l'une des images les plus iconiques de la discipline. C'est un passage spectaculaire où les meilleurs pilotes du circuit semblent littéralement s'envoler avant d'atterrir et parfois durement. Un rendez-vous toujours très attendu des fans de motocross. Le tout sur fond d'hymne américain lors des célébrations du 4 juillet qui cette année célèbrent les 250 ans d'indépendance. Il y a fort à parier que les casquettes tomberont et les mains posées sur les cœurs. Au milieu de tout cela, Australiens et Néo-Zélandais pourraient bien se rappeler aux bons souvenirs des rednecks les plus chauvins. Motors, toute la semaine sur ta radio préférée. C'est la fin de ce 14e épisode de Motors. Ce week-end s'annonce particulièrement copieux, une fois encore. Pas beaucoup de temps pour dormir, entre la Formule 1, le DTM, le championnat d'Europe des rallyes, la Mapro Motocross, le championnat de France de supermotard, les épreuves au Japon, aux États-Unis, en Europe, sans oublier les autres. Il y aura de quoi satisfaire toutes les passions et mettre à rude épreuve les batteries des téléphones. Autant dire que nous aurons énormément de matière à analyser, décrypter et partager avec vous dans le prochain épisode. Merci à nos invités, Stéphane Samka-Frèvre, Romain Sautron et Patrick Bellus pour leur disponibilité, leur franchise et le temps qu'ils nous ont accordé. Merci également à vous, toujours plus nombreux à écouter Motors chaque semaine, à partager nos émissions et à faire vivre cette aventure. D'ici notre prochain rendez-vous, profitez du spectacle, soutenez les pilotes, les copilotes, les équipes, les bénévoles et tous ceux qui, souvent dans l'ombre, permettent à ces passions de continuer à vibrer. Prenez soin de vous et de vos proches. Retrouvez Motors sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Podcast Addict, YouTube et YouTube Music, ainsi que sur nos réseaux sociaux Motors 974 et Motors Mag. Très bon week-end de sport mécanique à toutes et à tous, et rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de Motors.